Madame la présidente. Mesdames, Messieurs les députés, avant d'entreprendre nos travaux, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Madame la présidente. Bon, en fait, vous étiez debout. Est-ce que vous aviez une intervention? Je peux y aller? Parce qu'on reprend le débat, alors... Allons-y, reprenons le débat à l'article 2. C'est ça que je fais. Alors, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 26 mars 2026 sur la motion de report présentée par Mme la députée d'Émile-Île dans le cadre de l'adoption du principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Avant de céder la parole au prochain intervenant, je vous indique qu'il reste 30 minutes, 3 secondes au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Et je suis prête à céder la parole à un élu de l'opposition officielle. Madame la députée de Robert-Ballwin, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la présidente. Bon matin à toutes et à tous. C'est à mon tour de m'exprimer sur l'importance, Madame la présidente, de voter en faveur de notre motion, celle présentée par ma collègue, la députée de Mille-Îles, afin de repousser le projet de constitution caquiste intitulé « La loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec ». Je veux commencer par faire écho aux propos de mon collègue, le député de l'Acadie, lorsqu'il questionne, à quelle commission le député de Chapleau a assisté, car je peux vous confirmer que le seul consensus qui a pu être dégagé des consultations sur le projet de loi 1 a été celui que le ministre de la Justice devait retirer son projet de loi au complet et recommencer à zéro en consultant réellement la population québécoise. Une chose est certaine, Madame la présidente, durant tout le processus des consultations générales qui se sont déroulées pendant 4 semaines, lors duquel nous avons entendu 200 groupes de femmes, de médecins, d'organismes communautaires, de juristes, d'experts, des grands chefs, chefs et représentants des nations autochtones, citoyens et citoyennes. La grande majorité contestait vivement ce projet de loi en exigeant le retrait complet du projet de loi 1, puisque diverses dispositions portent sérieusement atteinte au principe de primauté du droit, à la séparation des pouvoirs, à la fonction juridictionnelle des tribunaux, à l'accès à la justice, à la protection des minorités, aux droits des peuples autochtones et à la protection du droit des femmes à l'avortement. Tel que mentionné par plusieurs groupes, le projet de loi 1 découle d'un processus vicié et contient des principes violés. Ce que je retiens en particulier, Madame la présidente, du processus de consultation sur ce projet de loi est l'intensité de la vive contestation des groupes et des individus en ce qui a trait au processus choisi par le gouvernement caquiste pour l'adoption d'une loi constitutionnelle québécoise décrite comme étant la loi des lois, telle que prévue à l'article 1 du projet de loi. Au lieu d'être une loi rédigée par le peuple pour le peuple afin de protéger les droits fondamentaux de tous les Québécoises et de tous les Québécois contre des abus de pouvoir du gouvernement, nous nous retrouvons devant un projet de loi rédigé par le gouvernement caquiste à huis clos pour les intérêts du gouvernement caquiste et pour l'augmentation des pouvoirs du gouvernement, particulièrement au nom de la souveraineté parlementaire. Et ça, Madame la présidente, je vais dire, pour des fins purement électoralistes. Tel que mentionné par plusieurs groupes,
incluant les professeurs de la Faculté de l'Université de Montréal, Maître Noura Karazivan et Maître Martine Valois. Le projet de loi 1 s'inscrit en faux avec la norme quasi universelle qui encadre les réformes constitutionnelles dans toute nation démocratique. Cette norme impose que le gouvernement introduise longtemps en avance le projet de loi ou la réforme constitutionnelle, qu'il consulte la population, la société civile et les autres parties en amont. Le processus unilatéral choisi par le gouvernement caquiste entrave la légitimité de la consultation et la légitimité de son contenu. De plus, tel que mentionné par plusieurs groupes, incluant la Ligue des droits et libertés, et je cite, « Le projet de loi 1 est une menace à la démocratie, à l'État de droit et aux droits humains. » La rédaction et l'adoption d'une constitution sont un acte juridique majeur dans la vie d'une collectivité qui doit impliquer la participation pleine et entière de la société civile et de l'ensemble de la population. D'ailleurs, plusieurs groupes ont également constaté qu'aucun critère reconnu en droit international pour l'adoption d'une constitution légitime n'a été respecté par le gouvernement dans le contexte de l'élaboration et du dépôt du projet de loi 1, notamment ceux établis par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies. De plus, dans les derniers jours, nous avons appris que plus de 800 groupes de la société civile ont demandé le retrait pur et simple du projet de loi. L'ONU est venue la semaine dernière lever un drapeau rouge sur les agissements du ministre avec son projet de loi. En décembre dernier, Madame la Présidente, le chapitre québécois de la Commission internationale de juristes Canada a saisi l'ONU de se pencher sur le projet de loi puisque, selon eux, le projet de loi est liberticide et dangereux pour plusieurs groupes minoritaires. Selon le Comité des droits de l'homme, le ministre de la Justice, et je cite, « s'apprête à violer les droits des minorités culturelles et linguistiques et de violer des droits des Autochtones. » Selon le comité, le gouvernement devrait assurer que l'étude du projet de loi soit menée de façon inclusive et transparente, assurant une participation publique large et significative à toutes les étapes du processus. Le rapport de la Commission des droits de la personne des Nations unies dit d'ailleurs, et je cite, « La Commission s'inquiète de certaines dispositions qui pourraient permettre au Québec, dans certaines circonstances, de ne pas se considérer lié par certains engagements internationaux pris au niveau fédéral. » Ces constats ne sont pas étonnants, Madame la Présidente, pour ceux et celles qui sont venus en commission parlementaire et qui ont écouté les nombreux groupes et les individus lors des consultations générales, puisque les mêmes préoccupations ont été soulevées. En ce qui a trait aux consultations, Madame la Présidente, et tel que souligné par mon collègue le député de l'Acadie, si nous n'avions pas insisté lors du dépôt du projet de loi d'élargir le processus usuel des consultations particulières, nous n'aurions pas eu de consultation générale. Le ministre de la Justice serait contenté d'entendre une dizaine, une vingtaine de groupes et il aurait jugé avoir assez consulté pour faire adopter un projet de loi aussi important qu'une Constitution. Or, Madame la Présidente, même si nous avons finalement eu des consultations générales, cela ne peut pas venir compenser pour le manque important de consultations de la part du ministre en amont de la rédaction de son projet de loi. En effet, ce n'est pas en accordant, Madame la Présidente, 30 minutes à chaque groupe que l'on permet la réflexion en profondeur
nécessaires pour ce genre d'exercice aussi important. D'ailleurs, dans bien des cas, les groupes avaient moins de 30 minutes. On devait partager ce temps avec un ou d'autres groupes sans leur consentement. Et malheureusement, encore une fois, une étude en profondeur d'un projet de loi aussi important aurait été négligée au nom du besoin du ministre de la Justice d'accélérer le processus. Or, il n'y a pas que le besoin de vitesse du ministre de la Justice qui a nui à l'efficacité des consultations. Il y a eu aussi sa décision d'inclure l'article 29 sur l'avortement dans ce projet de loi. Quelle déception! Particulièrement pour toutes les femmes du Québec et celles qui défendent au quotidien les droits des femmes à l'avortement. Et en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière de la condition féminine et considérant les consultations, Madame la Présidente, qui ont été menées au sujet de légiférer en matière d'interruption volontaire de grossesse, il y a à peine 3 ans, par l'ancienne ministre responsable de la condition féminine. C'était totalement incompréhensible d'insérer l'article 29 en 2025 suite au débat qui a lieu à peine il y a 3 ans. On a replongé, Madame la Présidente, des femmes dans un débat complètement inutile sur la place publique, un débat qui était clos. L'ancienne ministre responsable de la condition féminine, Madame la Présidente, à l'époque, et là on parle de 2023, avait évoqué les mêmes motifs que le ministre de la Justice qui a énoncé depuis le dépôt du projet de loi afin d'inscrire l'article 29 au dit projet. Notamment, on a parlé de revinement de la décision en 2022 aux États-Unis de Roe contre Wade et les motions et les projets de loi qui ont été déposés au niveau fédéral pour limiter ou criminaliser le droit à l'avortement. Après de vastes consultations qui ont eu lieu en 2023 et 2024 sur les préoccupations de la ministre ou l'ancienne ministre de la condition féminine avec plusieurs organismes de femmes et d'experts. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, je dois préciser que plusieurs des groupes que l'ancienne ministre de la Condition féminine avait consultés en 2023-2024 sont venus en commission parlementaire entre le 4 décembre et début du mois de février, que ce soit le Barreau du Québec, le Conseil du statut de la femme, la Fédération du Québec pour le planning de naissance, et j'en passe. Et considérant la vive contestation de tous ces groupes, à l'époque, incluant une lettre ouverte signée par 402 médecins, l'ancienne ministre de la Condition féminine avait finalement pris la bonne décision de renoncer à légiférer sur le droit à l'avortement et elle avait procédé à intégrer certaines recommandations des groupes consultés liés aux divers obstacles à l'accès à l'avortement dans un plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024 à 2027 visant à améliorer l'accès et contrer la désinformation. Donc, devant ce constat, Madame la Présidente, la question qui se pose est la suivante. Comment se fait-il que le ministre de la Justice a non seulement procédé à inscrire l'article 29 dans le projet de loi 1, mais jusqu'à tout récemment, et ça c'était le 20 février dernier, il a persisté à maintenir l'article 29 à l'étude
malgré les cris du cœur unanimes, et je vais le répéter, unanimes, de tous les groupes et les organismes de femmes et d'experts, lui demandant à tout prix de retirer l'article 29. On a dû même, il y avait un dépôt d'une motion d'un parti de l'opposition et évidemment, nous, au Parti libéral, nous avions déposé ou fait une demande de séance de travail en commission parlementaire exigeant le retrait de l'article. Un vrai allié des femmes, Madame la Présidente, et des groupes féministes n'aurait jamais posé le geste d'inclure l'article 29 dans le projet de Constitution. Plusieurs groupes et organismes de femmes qui défendent le droit des femmes au quotidien, comme la Fédération du Québec pour le planning des naissances, ont dû mettre de côté pendant au moins 4 mois pour refaire la leçon au gouvernement caquiste sur les dangers de légiférer sur l'avortement. Et pour couronner le tout, le rapport sur l'étude de l'état des lieux du mouvement contre l'avortement au Québec, mené en partenariat avec la FQPN et financé par le Secrétariat de la Condition féminine, a été déposé au début du mois de décembre dernier. Une étude qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action du gouvernement de 2024 pour améliorer l'accès aux soins, aux services d'avortement. On parle, Madame la Présidente, d'une étude qui a duré quand même 2 ans sur la progression des mouvements anti-choix et leur tactique d'infiltrer les organismes pro-choix pour continuer leur désinformation auprès des femmes et malheureusement auprès de jeunes femmes. Cette étude documente la diversité des acteurs et des actrices et des stratégies mobilisées pour restreindre l'accès à l'avortement en situant ces dynamiques dans leur contexte communautaire, numérique et institutionnel. La première recommandation qui découle de ce rapport, Madame la Présidente, est de ne pas légiférer en matière d'avortement. Pourquoi? On va se poser la question. Parce qu'inscrire l'avortement dans un texte de loi crée une brèche juridique dont les mouvements anti-choix se serviront pour entamer des procédures judiciaires afin de restreindre graduellement ce droit, notamment en introduisant des exceptions, des limites de gestation et des conditions particulières. Malgré les conclusions de cette étude, qu'a fait le ministre de la Justice? On parle ici du début du mois de décembre 2025. Il a continué à insister sur le maintien de l'article 29. Et ça, Madame la Présidente, je vais le mentionner au détriment des droits des femmes. La vraie menace à la protection du droit à l'avortement est l'article 29, une disposition législative dont les mouvements anti-choix attendent depuis longtemps. Le ministre est en train d'ouvrir la boîte de Pandore, d'instiguer un recul sur le droit des femmes, et ce, en toute connaissance de cause. Le ministre a inutilement ravivé un débat qui a replongé les femmes au Québec dans l'incertitude et dans l'angoisse. Complètement inacceptable, Madame la Présidente, et il faut le dénoncer. Tel que mentionné par une jeune femme de 31 ans lors de nos consultations générales, Madame Anne-Marie Gagné, et je la cite, « Depuis le dépôt de ce projet de loi, on n'a jamais parlé autant du droit à l'avortement. Elle et ses amis et collègues n'ont jamais pensé qu'elle se retrouverait dans cette situation en 2026, dans un combat pour assurer leurs droits en tant que femmes et en tant que jeunes femmes, d'être libres de choisir le moment
d'interrompre volontairement une grossesse. Face au combat sur la protection du droit à l'avortement, remis sur la place publique par le ministre de la Justice, l'angoisse et l'état de découragement des femmes qui sont venues en commission étaient palpables. Malgré, Madame la Présidente, le soulagement des femmes au Québec suite à l'annonce du ministre le 20 février dernier, qu'il était pour finalement, et je le répète, finalement retirer l'article 29, il n'empêche que la frustration et colère demeurent présentes pour les femmes, surtout celles qui ont dû se mobiliser à 2 reprises pour dénoncer les actes de 2 ministres qui font partie du même parti, même gouvernement, afin de protéger le statu quo en ce qui a trait aux droits des femmes à l'avortement au Québec. Dr Geneviève Bois, qui est présidente du Collège québécois des médecins et médecin en clinique d'avortement, a fait partie de ces 2 mobilisations contre l'intention du gouvernement de légiférer en matière d'avortement. Lors de son passage en commission parlementaire, Dr Bois a précisé, et je la cite, qu'une loi sur l'avortement est une loi contre l'avortement. Lors de son entrevue suite à l'annonce du ministre qu'il était pour retirer l'article 29, Dr Bois a dit se sentir une sensation de futilité, puisque ce temps et cette énergie des derniers mois auraient pu être consacrés aux véritables enjeux en matière d'avortement, soit l'accès. Et je la cite, « Le nerf de la guerre, ce n'est pas le droit, c'est vraiment l'accès. » De nombreuses femmes sont encore freinées par les obstacles logistiques, financiers et informationnels sur l'avortement. Si le ministre veut réellement protéger le droit des femmes à l'avortement, qu'il les écoute et que ce gouvernement mise leurs efforts, énergie et financement sur les vrais obstacles, tels que mentionnés par Dr Bois et plusieurs groupes de femmes. Il faut augmenter et faciliter l'accès aux services d'avortement et aux autres services en santé sexuelle et reproductive, particulièrement en région. Il y a beaucoup de travail à faire. Tel que mentionné, Madame la Présidente, par plusieurs organismes féministes, l'inégalité territoriale sur l'accès aux services d'avortement continue d'être un enjeu important. Or, il suffit de rappeler le cas de la semaine dernière de Rose Gervais, qui a fait l'objet d'un reportage puisque en Gaspésie, il y a un point de service à l'hôpital de Gaspé et c'est une fois par semaine, le mercredi. Cependant, lorsqu'une grossesse dépasse 12 semaines et 6 jours, on doit aller ailleurs. Et malheureusement, ce fut le cas de Madame Gervais, qui, à 13 semaines de grossesse, est allée pour son échographie et on lui a annoncé la nouvelle déchirante que sa grossesse était non viable. Donc, on fait quoi avec cette décision tragique pour une jeune femme qui, là, doit avoir un avortement, mais là où? Et on le mentionne dans le reportage que, malheureusement, Québec, il y avait des délais. Et ça aussi, c'est un autre problème en ce qui a trait à l'accès au Québec aux services d'avortement, c'est les délais.
Et donc, le seul choix disponible pour cette jeune femme était de faire un parcours de 900 kilomètres pour obtenir l'avortement à Montréal. Elle le mentionne lors de son entrevue, Madame la Présidente, et je crois qu'il faut, à ce stade-ci, le préciser, parce que, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de travail à faire, et est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre nos énergies et nos efforts pour améliorer l'accès des services en avortement en région pour éviter que d'autres Rose Gervais subissent le même sort. Elle l'a mentionné, qu'est-ce qu'elle a vécu? C'était l'inimaginable. Et c'est des moments qui vont marquer sa vie pour toujours. Il y a eu une multitude de dispositions, Madame la Présidente, dans ce projet de loi qui menacent de façon fondamentale notre État de droit et affaiblissent les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois. Oui, on a retiré l'article 29, mais cependant, il faut aller beaucoup plus loin. Et j'aimerais, à ce stade-ci, vous lire quelques extraits du communiqué de presse de la Ligue des droits et libertés, publié le 20 février dernier, suite à l'annonce du ministre du retrait de l'article 29. Et je cite, « À la suite de l'annonce par le ministre de la Justice du retrait de l'article 29 portant sur le droit à l'avortement dans le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, la Ligue des droits et libertés tient à affirmer sans équivoque que cette décision ne rend aucunement ce projet de loi plus acceptable. Le projet de loi 1 n'est pas amendable et doit être retiré dans son intégralité. Les critiques formulées depuis les derniers mois à l'endroit du PL1 dépassent largement la question du droit à l'avortement. Des centaines d'organisations syndicales féministes, communautaires, de défense collective des droits et des droits humains, dont Amnesty International et la Ligue des droits et libertés, le Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et plusieurs autres ont exprimé leur opposition de fond à ce projet. L'adoption du projet de loi 1 constituerait le plus grand recul pour les droits humains au Québec depuis un demi-siècle. Elle provoquerait un affaiblissement sans précédent des contre-pouvoirs, de l'État de droit, de la démocratie et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne dont nous célébrons le 50e anniversaire. Ce projet de loi représente également une négation manifeste du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. La gravité des enjeux soulevés par le projet de loi 1 mené à plusieurs groupes a porté ce dossier sur la scène internationale, comme j'ai mentionné, et évidemment le rapport de la Commission des Nations unies. Il convient de rappeler que le ministre était déjà, et ça, il faut le souligner, Madame la Présidente, le ministre de la Justice était déjà bien au fait de l'opposition de nombreuses organisations à la disposition prévue à l'article 29 sur le droit à l'avortement avant de l'insérer dans le projet de loi. Le fait qu'il soutienne avoir été convaincu par des arguments portés à sa connaissance durant les consultations relève d'une stratégie pour se présenter comme un ministre à l'écoute de la population.
Pourtant, de nombreux groupes dénoncent le caractère bâclé et antidémocratique des consultations générales sur le projet de loi 1, de peu de temps imparti, le regroupement illogique et arbitraire des intervenants, ou encore l'attitude de certains députés à l'égard des invités qui viennent se prêter à cet exercice démocratique. Je vais citer un des derniers extraits. Le retrait d'un seul article ne saurait rendre acceptable le projet de loi 1, qui constitue l'attaque la plus importante au régime québécois de protection des droits humains depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne il y a un demi-siècle. Je pourrais vous parler, Madame la Présidente, pendant de nombreuses heures en ce qui a trait à l'absence de reconnaissance formelle des communautés anglophones ou bien de l'absence de considération et de consultation auprès des nations autochtones. Je pourrais aussi vous parler de l'article 5 de la Loi sur l'autonomie constitutionnelle, qui vient priver les villes, les universités et les autres organismes publics dans leur capacité de contester devant les tribunaux les lois que le gouvernement du Québec jugerait comme étant protectrices de la nation québécoise, même si celles-ci viennent leur nuire. À cet effet, il ne faut pas oublier l'article 4 qui préoccupe également la majorité des groupes communautaires. Madame la députée, votre temps de parole est terminé. Donc, cela met fin au débat restreint de 2 heures sur la motion de report présentée par Madame la députée d'Émile-Île dans le cadre de l'adoption du principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle 2025 sur le Québec. Je vais mettre aux voix. Oui? Donc, qu'on appelle les députés, une demande de vote électronique. Je vais suspendre les travaux quelques instants, le temps que les députés viennent en chambre.